Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour à nos fidèles auditeurs de TopMF. Bienvenue à notre balado sur la prise en charge de l'obésité infantile en première ligne. Mon nom, c'est Karine Elkoury. Je suis médecin résidente au GMFU de Bordeaux-Cartierville. J'aimerais déclarer que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Allô, moi c'est Émilie Renaud-Charret. Je suis aussi résidente en deuxième année au GMFU Bordeaux-Cartierville et moi non plus, j'ai pas de conflit d'intérêt. Bonjour, moi c'est Charlotte Maheu-Savard. Je suis également résidente de deuxième année au GMF de Bordeaux-Cartierville et je n'ai pas non plus de conflit d'intérêt. Donc aujourd'hui, on va explorer un sujet d'actualité qui peut paraître complexe de prime abord, mais qui, nous espérons, va être un peu plus aisé à naviguer à la fin de cette écoute. De plus, on va profiter de cette occasion en or pour faire valoir la multidisciplinarité de notre pratique et l'importance de connaître les ressources adéquates. L'objectif visé est de trouver une manière d'intervenir qui est efficace, qui est durable, puis qui est réaliste auprès des enfants de 6 à 12 ans qui présentent une obésité infantile. Donc, avant de se lancer un peu plus dans le vif du sujet, je veux remercier notre invitée spéciale, Dr. Julie Saint-Pierre, pédiatre et lipidologue, d'avoir pris part au jeu. Je la laisse se présenter un peu plus spécifiquement. Merci pour votre invitation. Effectivement, je suis pédiatre spécialisée en obésité puis en maladies lipidiques. Je suis aussi professeure agrégée de pédiatrie à l'Université McGill. Je suis la directrice de la Maison de santé et prévention en approche 180. Et mes conflits d'intérêt, dans le fond, c'est que je suis conseillère et j'ai des projets de recherche clinique avec la compagnie Lilly, avec la compagnie Novo Nordisk, avec la compagnie Mantra, mais ça ne va pas affecter ma présentation et les réponses à votre podcast. Merci. Donc, pour continuer, l'obésité infantile est un enjeu majeur en première ligne. Elle ne se limite pas à un IMC élevé. Elle a des impacts sur la santé globale, qu'ils soient physiques, psychologiques ou sociaux. Pourtant, on se heurte souvent à plusieurs défis lorsqu'il s'agit de proposer des interventions auxquelles les familles adhèrent réellement. À notre GMF d'attache, Bordeaux-Cartierville, nous soignons une patientèle diverse et multiculturelle, dont plusieurs nouveaux arrivants, ce qui les place parfois dans une position socio-économique précaire. Que ce soit lors de leur trajet migratoire pour se rendre au Québec ou lors des premiers mois dans leur nouveau pays nordique, l'accès à une diète équilibrée et des habitudes de vie saines est souvent réduit de par l'adversité de ce parcours atypique. J'aimerais vous partager un exemple de cas que moi j'ai vécu au début de ma résidence qui m'a vraiment fait me questionner sur les interventions qui sont efficaces en obésité infantile. Donc, Dr. Saint-Pierre, moi j'avais eu un jeune enfant de 9 ans qui a maintenant 10 ans qui s'était présenté à mon bureau pour un premier rendez-vous, une obésité avec un IMC à 37, donc très jeune avec une obésité assez sévère. Et j'avais beaucoup de difficultés à mettre en place des moyens parce qu'au niveau social, précarité financière, mère monoparentale, un peu pour vous donner le projet, que le portrait qui a un autre enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Fait que, tu sais, peu de temps, peu d'argent et de ressources pour mettre en place des moyens comme, par exemple, des implémentations de diète, d'exercice. Puis je me sentais vraiment démunie là, face à ce cas-là parce que j'avais pas vraiment de moyens à mettre en place en première ligne. Puis c'était très difficile au rendez-vous. Merci, Karine, pour ton partage. Je trouve que c'est touchant, c'est parlant, puis ça résonne beaucoup à certains cas que j'ai eu avec mes patients récemment également. Je trouve qu'il peut être ardu d'accompagner les petits patients et leurs familles sans que le suivi du poids devienne empreint de lourdeur. Avec nos études, on va tenter de rassembler les meilleures approches et données probantes pour que les médecins et les résidents aient en main des outils concrets et faciles à utiliser au bureau. Pour moi, une des barrières est l'absence de guide pratique adapté à notre réalité. On sait que les approches multidisciplinaires, celles qui combinent l'alimentation, l'activité physique et le soutien psychosocial, sont l'étalon d'or. Mais il n'existe pas vraiment d'algorithme ou de guide décisionnel spécifiquement pensé pour les groupes de médecine familiale au Québec. Nous allons aussi favoriser une approche faisant appel aux autres professionnels de la santé, par exemple des nutritionnistes, des kinésiologues, parce qu'on sait qu'en médecine familiale, c'est souvent une affaire d'équipe. Tout à fait. Donc, dans mon exemple de cas qui nous a guidés, ça nous a un peu aidé à choisir notre population cible. Fait qu'on se concentre vraiment sur les enfants entre 6 et 12 ans, donc des prépubères. Puis, selon nous, c'est vraiment une période de la vie là, où on peut avoir un effet à peut-être un peu plus long terme. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de vraiment se concentrer sur cette population spécifique. Exactement. Et on veut agir avant qu'il soit trop tard, instaurer un mode de vie sain en bas âge pour qu'ils aient des exemples à suivre en tant qu'adultes.
En fournissant une revue de la littérature pratique et accessible, on souhaite aider nos collègues à intégrer ces interventions dans leur quotidien basées sur les données probantes. À noter que nous allons surtout nous attarder sur les méthodes non pharmacologiques pour cet épisode. Ce format audio permet aussi de s'adapter à nos horaires chargés. On peut l'écouter en voiture ou entre 2 consultations. Alors, pour commencer, je vais m'appuyer sur une étude qui évalue une approche similaire à celle que nous offrons actuellement en première ligne. Donc, cette étude s'appelle Brief Primary Care Obesity Interventions, a Meta-Analysis, qui a été publiée dans le journal Pediatrics en 2016. Donc, le but de l'étude, c'était de déterminer sur l'effet de l'IMC les interventions brèves en première ligne. Donc, les interventions que les auteurs ont utilisées et qui ont étudiées, c'était des suivis en présentiel qui incluaient aussi des suivis téléphoniques entre les sessions, qui se basaient sur des entrevues motivationnelles, une thérapie orientée sur les solutions et des conseils sur la nutrition. Ils ont observé une réduction du score Z de l'IMC de moins 0,04. Et eux, ils concluaient que donc la surveillance de l'IMC et le counseling avaient un effet marginal sur l'IMC. Pour vous donner un exemple, c'est comme pour dire que chez une fille de 10 ans qui aurait un IMC au 90e percentile, l'effet de l'intervention équivalait à une différence entre les deux groupes d'une perte de 1 kg. Donc, sur 0 à 3 ans, ce qu'eux, ils jugeaient comme pas très efficace. Mais ça m'amène à vous demander, Dr Saint-Pierre, c'est quoi, dans le fond, qui est une approche efficace, puis comment on peut la quantifier? Est-ce que c'est plus avec le score Z de l'IMC? Est-ce que c'est un pourcentage de perte de poids? Est-ce que c'est au contraire quelque chose d'autre que le poids en tant que tel? Donc, avant d'aller plus loin, je pense que c'est pertinent de vous demander comment on définit une perte de poids significative, à partir de quel changement anthropométrique on juge qu'une intervention est un succès, puis est-ce qu'on a des barèmes cibles? Merci pour votre question. Elle va m'amener un point d'enseignement très important, c'est que on n'évalue plus l'obésité infantile uniquement sur la base de l'IMC. L'indice de masse corporelle en prépubère, c'est un marqueur qui est bien sensible, qui va nous permettre de définir des rangs percentiles en fonction du sexe et des scores Z. Donc, on définit dans le fond l'embonpoint à partir du 85e rang percentile, puis 97e, 95e rang percentile selon les courbes de l'OMS, on va définir une obésité. Or, cette année, en janvier 2025, la définition de l'obésité a changé, également pour les enfants. Donc, on définit maintenant une obésité qui est préclinique, sur les bases de l'IMC, et une obésité clinique si, dans le fond, vous avez, en plus de ça, un tour de taille qui va être au-delà du 90e rang percentile, encore une fois, en fonction du sexe et de l'âge. Et vous devez avoir une implication, une complication au niveau d'un des systèmes. Donc, soit avoir un pseudotumeur cérébri, avoir une dyslipidémie associée, vous devez avoir peut-être une résistance à l'insuline avec de l'acanthosis, vous pourriez avoir aussi une atteinte au niveau de l'hypertension ou d'autres conséquences au niveau orthopédique. Si vous n'avez pas une complication, ça devient difficile de parler d'obésité clinique. Donc, quel est le marqueur qu'on va regarder? En première ligne, il y a définitivement des données qui viennent de nos études, de nos revues systématiques. Malheureusement, ce qu'on prône de plus en plus, ce n'est pas de focusser sur le poids et de moins en moins en parler, en fait. On veut surtout travailler en première ligne sur l'atteinte des habitudes de vie et de dire, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vie plus en santé. Donc, il y a une contradiction là-dedans, c'est qu'il y a d'autres études en psychiatrie, en pédopsychiatrie, en fait, qui nous amènent aussi des préoccupations par rapport à l'image corporelle puis au poids chez les jeunes filles, les jeunes garçons entre 7 et 11 ans. Et le fait de ne pas accepter de parler de poids avec eux peut aussi apporter plus de troubles alimentaires parce que malheureusement, ils vont chercher des solutions par eux-mêmes puis parfois trouver des trucs sur les réseaux sociaux pour s'aider qui sont pas bons pour la santé. Donc, on va essayer autant que possible de ne jamais cibler la perte de poids, mais bien le changement d'une habitude de vie et son maintien dans le temps à petits pas. Merci beaucoup pour les clarifications.
Je pense que ça va vraiment nous aider à avoir une différente manière de voir l'obésité infantile en clinique pour commencer. Puis, puisque l'obésité infantile peut être causée vraiment par une multitude de facteurs externes, on trouvait que ça valait quand même la peine de débuter avec nos études qui s'attardent un peu plus à une approche multidisciplinaire et globale. Oui, de mon côté, j'ai un essai randomisé contrôlé qui est favorable à cette approche multiniveau. Je vous résume rapidement l'essai Stanford Goals, qui était une intervention communautaire quand même sur 3 ans, qui visait à réduire la prise de poids chez les enfants à faible statut socio-économique, principalement des enfants d'origine latine, en surpoids ou obèses. Donc, ce que ça comparait au niveau de l'intervention, il y avait l'intervention qu'on appelait MMM, qui était multiniveau, donc qui agit individuellement sur les enfants, les parents et les familles, ainsi que les milieux domestiques. Multicomposante, donc agissant sur les comportements alimentaires, l'activité physique, le temps d'écran, l'éducation parentale. Et multicontexte, soit dans des foyers, dans des programmes parascolaires et dans des cliniques de soins primaires. Pour les résultats sur 3 ans, les enfants du groupe d'intervention ont pris en moyenne 0,25 kg par mètre carré de moins que le groupe contrôle, mais cette différence n'était malheureusement pas significative. Toutefois, à 1 et 2 ans, le groupe d'intervention a montré des résultats plus significatifs, ce qui peut nous faire penser que c'est des habitudes de vie qui parfois sont difficiles d'ancrer à long terme. Toutefois, les résultats secondaires ont montré des améliorations dans les mesures d'adiposité, les facteurs de risque cardio-métabolique, la tension artérielle et les niveaux de cholestérol. J'en profite également pour en ressortir une étude qui montre les côtés positifs des mesures faites en groupe. Cette étude comparait l'efficacité des interventions sur le mode de vie, individuel ou en groupe, par rapport à des soins standards. On tentait de comparer l'efficacité sur 6 mois en modifiant le mode de vie versus les soins standards sur l'IMC et les risques cardiovasculaires sur environ 75 enfants prépubères. Au niveau des résultats, c'était hautement favorable pour le traitement B, qui était les traitements de groupe, qui montraient une baisse significative de l'IMC et de la graisse abdominale, et de façon encore plus notable à 12 mois. Donc, ceci m'amène à me faire questionner notre invité sur les interventions de groupe. Donc, pour notre experte, croyez-vous que les mesures effectuées en groupe de soutien ont plus d'impact en pédiatrie? Et faudrait-il laisser tout de même l'option aux familles d'une intervention individuelle où on devrait les convaincre de s'embarquer dans des mesures de groupe? Excellente question encore une fois. La science nous a amené récemment à croire que les interventions en médecine personnalisée sont beaucoup plus payantes et beaucoup plus efficaces que les interventions en groupe. Donc ça, c'est une étude en particulier que vous me citez aujourd'hui, mais quand on regarde toutes les autres études qui ont été faites par la suite et qu'est-ce que la Société d'obésité internationale recommande, c'est une médecine personnalisée. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les déterminants sociaux sont différents d'un enfant à l'autre. Et aussi, son environnement de croissance, de vie va être différent. Donc, on ne peut pas penser avoir une approche qui va être de groupe avec exactement les mêmes déterminants pour chaque famille, parce que même si dans ce cas-ci, on regarde la population latino, chaque famille a des revenus différents, chaque famille a des statuts monoparentalité ou non différents. On va avoir les fratries qui vont influencer, on va avoir aussi les déterminants génétiques, on va avoir des gens qui ont plus de satiété, des gens qui en ont moins, on va avoir de l'hyperphagie chez certains, on va avoir d'autres comorbidités comme du TDAH ou autre chose, même chez les patients souffrant d'obésité. Puis, on va avoir aussi le milieu, le quartier dans lequel chaque enfant vit, l'insécurité alimentaire, on va avoir la disponibilité, l'offre alimentaire via les différents marchés. Donc, ça devient tellement complexe comme maladie et chacun a ses taux d'hormones bien à lui. Donc, et une génétique qui, maintenant, avec 4000 gènes, imaginez 4000 gènes. Donc, vous avez des combinaisons presque uniques pour chaque individu dans le monde qui va gérer son adiposité, sa satiété, son appétit, l'interaction entre justement le cerveau et tous les autres systèmes, sans compter aussi toutes les cascades inflammatoires qui peuvent être induites.
Donc, chaque individu est unique. C'est pour ça que même en première ligne, qui est un endroit fabuleux où est-ce que le lien avec les familles est tellement plus facilité qu'en médecine spécialisée, ben on va pouvoir semer une petite graine, une à la fois, et en entrevue motivationnelle, c'est ce qui est le plus efficace, être capable de rendez-vous en rendez-vous, atteindre des objectifs qui vont aider l'estime de soi et nous aider à fixer d'autres petits objectifs. C'est vraiment super parce que, en fait, quand on faisait beaucoup de nos recherches, on se concentre surtout dans le type d'intervention qui allie un petit peu la diète, la TCC et l'exercice. Moi, j'avais trouvé une revue systématique qui avait été produite par le Cochrane en 2017, je crois, qui expliquait vraiment l'efficacité d'intervention qui impliquait justement ces 3 moyens, fait que diète, exercice puis TCC, et qui voyait quand même une petite diminution de l'IMC qui, malheureusement, se maintenait pas nécessairement à long terme. Même chose pour une autre revue systématique qui avait été publiée dans le Nutrient en 2020, qui regardait un petit peu s'il y a une combinaison la plus efficace, entre guillemets, là, entre exercice, TCC et diète. Celle-ci nommait qu'il fallait presque absolument qu'il y ait une combinaison d'exercice et de diète, mais que la TCC pouvait aussi amener un petit élément supplémentaire. Mais encore une fois, pas vraiment de maintien à long terme. Au final, on parle ici de changement d'habitude de vie, là, puis vous l'avez nommé, c'est quelque chose de très difficile à faire et surtout à maintenir. Fait que je voulais savoir si vous avez des success stories à nous partager ou des trucs pour vraiment être capable de garder dans le temps ces effets bénéfiques qu'on est capable de faire sur des courts termes comme des 3 à 6 mois, là. Bon, écoutez, c'est une question à laquelle vous allez trouver que je vous mets des objectifs de pratique qui sont quand même assez de haut standard de pratique. Mais vous avez un pouvoir en première ligne, en multidisciplinaire, énorme. On a définitivement des taux de succès qui vont être très élevés, jusqu'à 94% sans médication, nous, chez nos enfants vivant avec des vulnérabilités, immigration, réfugiés, centre jeunesse, famille d'accueil et j'en passe, faible éducation, faible économie. Pourquoi? Parce c'est une maladie chronique. Une maladie chronique, on la suit toute la vie. Elle peut revenir à tout instant. Un élément important dans ce qu'on a discuté jusqu'à présent et que vous n'avez pas encore mentionné, c'est au combien de semaines on devrait revoir les patients souffrant de cette maladie. On parle dans les meilleurs success stories de 4 à 6 semaines. Donc, vous avez un jeune enfant qui a une consommation de jus trop élevée, on lance un défi, on travaille en approche motivationnelle, on donne un défi aux parents de cesser de boire des boissons gazeuses pendant seulement 4 semaines, puis de dire on se revoit au bout de 4 semaines pour apprécier votre succès. Qu'il y ait ou non une amélioration de l'indice de masse corporelle ou du poids, on le dit, on s'en fout. Mais si on a atteint l'objectif de cesser de consommer sans sevrage cet excès de sucre, bien là, à ce moment-là, on va avoir un succès, un premier succès qui va motiver la famille à ajouter un deuxième défi dans sa routine. Donc, oui, ça peut fonctionner, la TCC, avec les approches diète, exercice. Pourquoi les études nous montrent que ça va avoir un effet limité? C'est que à un certain moment, les études n'ont plus de financement, donc vont arrêter le suivi multidisciplinaire. Mais si on le maintient dans le temps, les succès vont demeurer et on va pouvoir accompagner. Nous, on a accompagné des centaines de familles dans le succès jusqu'à l'âge adulte en 15 ans. Donc, je peux vous dire que c'est très valorisant comme clinicien d'offrir des solutions de santé. Dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de choisir la santé avec un enfant et indépendamment de tout ce qu'il pourrait sentir comme regard ou comme atteinte de son image corporelle, on ne va pas parler de son poids, on va viser les succès. Et c'est ça qui va faire que le jeune va en plus gagner confiance pour réaliser son projet de vie. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. Depuis tantôt, on parle de lancer le défi à la famille et non pas de lancer le défi à l'enfant
lui-même. Donc, ça m'amène un peu à notre prochain point, qui était que les parents sont le principal modèle des tout-petits, puis qui représentent un soutien aussi essentiel pour la compliance thérapeutique. Karine, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Effectivement, encore une fois, dans le Cochrane, en parlant de revue systématique, ils avaient essayé de voir en 2017, est-ce qu'il y a un effet plus grand ou idem quand on impliquait seulement les parents dans l'intervention versus les parents et les enfants ou seulement les enfants. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il pourrait y avoir un certain avantage à inclure les parents, puis évidemment, à un certain point, un cost effectiveness, là, fait qu'une efficacité au niveau du coût, vu qu'on impliquait seulement les parents et non pas les parents et les enfants. Mais la différence n'était pas très grande. Oui, définitivement. Cet enjeu était d'ailleurs au centre d'une de mes études préférées du projet. Elle s'intitule « Feasibility, Acceptability and Effectiveness of a Multidisciplinary Intervention in Childhood Obesity from Primary Care ». Puis, dans le fond, dans cette étude-là, publiée en 2020, ils ont étudié, en fait, comparé 2 interventions. Une qui impliquait la famille et une qui impliquait pas la famille directement. Dans le fond, c'était 12 sessions de 2 heures. C'était une session à chaque 15 jours. Il y avait 9 de ces sessions-là que c'était seulement avec l'enfant, 3 sessions avec les parents et une autre session de suivi là, à 6 mois pour rafraîchir les acquis. Puis dans l'autre groupe, avec la famille, ils ont ajouté 6 sessions avec les parents pour voir si ça allait avoir un impact à plus long terme. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les interventions qui impliquaient la famille permettent de préserver les acquis à plus long terme, donc au moins au suivi 6 mois après la fin de l'intervention intensive, que ça entraînait une diminution des activités sédentaires et une augmentation du temps d'activité à faible intensité, et que ça diminuait les scores de symptômes dépressifs et anxieux dans les 2 groupes après l'intervention. Par contre, ça reste que c'est une approche qui est peut-être moins réalisable en première ligne puis qui demande beaucoup de ressources et de temps. Parfois, on n'a pas toutes ces ressources-là en première ligne avec un accès limité aux services psychosociaux. On peut quand même retenir que l'implication de la famille dans la prise en charge non pharmacologique d'obésité est primordiale. Ça m'amène à vous demander, Dr Saint-Pierre, c'est quoi les outils qu'on peut offrir aux parents en première ligne? Est-ce qu'il y a des guides, des sites web, des livres, des applications que vous nous recommandez? En fait, cette année, on va avoir la publication des lignes directrices pour la prise en charge de l'obésité au Canada chez les enfants. On va demander qu'il y ait du temps multiprofessionnel qui soit accordé dans toutes les équipes de première ligne. Et ce que la science nous a dit, c'est qu'on doit offrir un minimum sur une année de 25 heures de temps multiprofessionnel pour avoir une efficacité qui dure dans le temps. Ceci dit, pas de panique. Vous n'avez pas nécessairement ce 25 heures-là à donner dans une année, mais si vous avez un kinésiologue, si vous avez une nutritionniste, si vous avez une bonne infirmière clinicienne ou une IPS, vous pouvez combiner vos efforts avec, par exemple, des fois une psychologue ou une travailleuse sociale ou un psychoéducateur pour changer certains comportements. Parfois, la consommation d'écran peut être adressée par un autre membre de l'équipe. Nous, on essaie d'avoir des outils qui sont accessibles à tous les médecins de famille par des formations. On a aussi développé une chaire d'éducation interdisciplinaire pour un mode de vie sain que les gens de la première ligne peuvent s'inscrire et être capables de donner des trucs aux parents. Dans les formations qu'on fait avec la FMOQ, on outille nos médecins de famille avec des trucs simples comme une pancarte avec des produits sucrés puis la quantité de sucre que chacun contient. On va exposer aussi dans nos salles d'attente les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie. Qui vont permettre de dire combien de temps un enfant doit dormir, parce que le sommeil est associé à la maladie également. Les consommations d'écran normales pour les enfants en fonction de l'âge. On va avoir aussi des fois des posters, en fait, des affiches sur lesquelles on va aussi inscrire les recommandations en activité physique. Puis,
Vous pouvez tout simplement aussi avoir sur votre bureau médical un guide alimentaire canadien plastifié sur lequel vous pouvez faire des propositions aux familles très, très rapidement sur le vif, en pleine entrevue. Ah, tiens, voici les nouvelles recommandations. On devrait avoir 4 mains dans notre assiette, une main de grains entiers, une main de protéines végétales, animales ou de poissons et 2 mains de fruits ou de légumes par repas. Très facile, ça prend moins de 30 secondes et c'est visuel parce que vous utilisez un outil qui est recommandé par nos sociétés savantes. Donc, c'est tous ces petits trucs-là qui vont faire créer une interaction, une ambivalence, des questionnements chez vos familles et c'est comme ça que vous allez pouvoir fixer des objectifs. Donc, des trucs pour les parents, il y en a, on en fait de plus en plus. Je vous invite aussi à couvrir des sujets dans les différents moyens de communication de la presse, sur l'excès de sucre que les enfants vont prendre dans les fêtes d'amis, sur la piètre qualité des purées pour les bébés qui favorise aussi le développement de l'obésité. On a un rôle de vulgarisateur social de plus en plus important chez les médecins de première ligne qui permet de faire de l'enseignement à grande échelle très bénéfique pour les parents. Malgré toutes nos bonnes volontés, il peut être éprouvant pour certains patients et leurs parents d'effectuer un 180 degrés dans toutes les sphères de la vie. Ainsi, il peut être adéquat de se concentrer sur un élément à la fois. De façon logique, je vais laisser ma collègue discuter d'une diète recommandée. Donc, effectivement, admettons qu'on essaye de se concentrer un élément à la fois avec les enfants, comme vous parliez tantôt d'objectifs fixes, qu'on se fixe dans le temps. Une des études que j'ai lues parlait vraiment de la diète méditerranéenne. Fait qu'elle avait été publiée, cette étude-là, dans le Advances in Nutrition, puis elle comparait l'implémentation d'une diète méditerranéenne versus pas de diète en particulier chez tout type d'enfants, fait avec obésité, pas d'obésité. Puis ce qu'il voyait, c'est qu'il y avait effectivement une baisse qui était un petit effet, mais tout de même significatif sur l'IMC. Puis, cette baisse-là était associée à la diète méditerranéenne et était encore plus grande chez les enfants qui étaient atteints d'obésité dans le groupe. Toutefois, si on regarde vraiment la diète méditerranéenne, des fois, ça peut être difficile de convaincre parents et enfants de l'adopter. Surtout, moi, je pense à mes picky eaters, ceux qui sont vraiment habitués à des diètes plus grasses et tout ça. Comment est-ce que vous faites pour essayer d'implémenter une nouvelle alimentation au final chez des jeunes enfants chez qui, justement, on a déjà des goûts particuliers souvent? Fait que le mangeur difficile, qui est le picky eater, il y a une recommandation canadienne des pédiatres qui existe depuis plusieurs années sur le site de la société et qui permet de donner des trucs aux parents. Donc, le goût, c'est comme un sport. On ne devient pas un champion olympique sans se pratiquer. Donc, on va dire aux jeunes de goûter 20 fois avec son parent, de dire aux parents de montrer l'exemple, de pas dire « Urk, je n'aime pas ça », de dire peut-être dans un petit livre, dessiner un nouvel aliment, définir avec un petit bonhomme sourire ou pas content si on l'a aimé cette fois-ci ou pas, servir des petites quantités pour donner du temps à notre goût de s'habituer. Puis, d'être créatif, de vraiment vouloir goûter les aliments différemment, dire, moi, mon piment, je l'aime rôti, je l'aime sauté dans l'huile d'olive, je l'aime à l'étuve. Donc, vraiment de cuisiner avec les enfants et de découvrir de semaine en semaine un nouvel aliment qu'on va apprendre à aimer. Mais on peut le manger cru, on peut le manger cuit, on peut le manger congelé, mais on le mange en morceaux. Il ne devrait jamais être réduit en liquide parce que là, on brise les fibres fonctionnelles et là, ça devient comme du sucre blanc. Merci. En plus de la diète appropriée, il convient de dire qu'un mode de vie actif est essentiel pour optimiser la santé globale de nos tout-petits et maintenir une courbe de croissance qui est optimale. Non seulement le sport a des bénéfices clairs au niveau de l'endurance et des progrès cardiovasculaires, c'est aussi un excellent moyen pour diminuer le stress et cultiver un sentiment d'appartenance. Afin d'avoir des habitudes bien ancrées qui persistent au fil du temps, je suis convaincue que de rendre le mouvement accessible et plaisant
permet aux enfants d'intégrer l'activité physique à leur quotidien de façon innée. Le consensus scientifique s'entend très bien sur les bienfaits multiples du sport, mais j'aimerais discuter plus spécifiquement d'une étude qui analysait les meilleurs types d'exercices pour réduire la stéatose hépatique. Donc, mon étude a été publiée en 2017. Et c'est une méta-analyse qui se nomme Evidence-Based Exercise Recommendations to Reduce Hepatic Fat Content in Youth. Donc, c'est une étude qui incluait 16 études au total, notamment des essais randomisés contrôlés et des études cliniques non randomisées. En gros, on tentait d'élucider les effets de l'exercice physique supervisé, donc sur au moins 8 semaines, sur la graisse hépatique et le développement d'un NASH pour les enfants et adolescents de 6 à 19 ans. Il y avait aussi un autre objectif de procurer davantage d'informations sur la prescription précise d'activité physique maximale, incluant le type, l'intensité, le volume et la fréquence. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'exercice sur la graisse hépatique avait une réduction significative, notamment pour l'exercice supervisé, qui était encore plus important que les exercices qui étaient laissés de façon libre. Ce qui m'amène à vous demander, Dr Saint-Pierre, en termes d'activité physique, outre le fait de tout simplement recommander de bouger, aviez-vous un type d'activité physique que vous recommandez davantage pour l'atteinte des résultats? Puis est-ce que vous voyez dans votre pratique une certaine forme de mouvement qui convient mieux aux enfants? Merci. C'est un sujet qui est chaud en ce moment. L'activité physique... Débutons par la première vérité sur l'activité physique, c'est que c'est la pilule la plus puissante au monde pour notre bien-être, notre santé mentale, notre santé physique. Et c'est important de la recommander. Ce qu'on voit maintenant qui est le plus recommandé, c'est de ne plus parler de sport chez les jeunes, de retarder la spécialisation sportive le plus tard possible. On va encourager le mouvement, mais vraiment le mouvement et le jeu libre. On va vouloir que les jeunes découvrent plusieurs activités physiques, plusieurs mouvements dans différents environnements si on veut qu'ils bougent toute la vie. Ceux qui vont pratiquer un sport trop sélectif, trop jeune, les études ont montré qu'à long terme, ils vont arrêter de bouger. Donc, on veut vraiment diversifier, on veut avoir du plaisir, on veut que les parents participent avec le jeune, mais la prescription de l'activité physique, c'est fait d'une façon bien particulière. C'est comme toute prescription de changement de mode de vie simple, il faut y aller à petit dosage. Donc, si vous dites à un jeune qui ne bouge pas, tu devrais bouger, on va pas lui demander de faire 1 heure d'intensité vigoureuse à tous les jours du premier coup. On va y aller vraiment par 1 fois, 2 fois par semaine, on va se revoir, puis là, on va augmenter selon les bénéfices. Puis surtout, d'apprendre à apprécier. Le petit enfant qui va jamais jouer au parc, puis tout d'un coup, le parent découvre qu'il a du plaisir à aller avec son parc. C'est vraiment une paye très réconfortante pour le soignant. Super, merci beaucoup. Pour finir le tour des habitudes de vie, il était essentiel pour moi de discuter de sommeil quand il est question d'obésité infantile. J'ai l'impression que le discours est souvent axé sur l'alimentation et l'activité physique, ce qui est évidemment pertinent, mais que les heures passées au lit sont souvent délaissées, voire complètement oubliées. Pourtant, la qualité du sommeil a un impact clair et documenté sur l'appétit, notamment sur la leptine, qui est l'hormone de la satiété. J'ai d'ailleurs lu un essai randomisé contrôlé qui était très révélateur en ce sens. L'essai se nomme « Changes in Objectively Measured Sleep after a Multidisciplinary Lifestyle Intervention in Children with Abdominal Obesity ». Donc, le but de l'étude était d'évaluer la qualité du sommeil chez des participants avec une obésité abdominale après une intervention sur le style de vie. C'était chez des enfants de 7 à 16 ans avec un tour de taille supérieur au 90e percentile en Espagne. Donc, dans l'intervention, c'était un programme de 2 ans qui comprenait 2 mois intensifs. Les participants suivaient une diète méditerranéenne hypocalorique modérée. Puis, durant les 2 mois intensifs, le plan alimentaire détaillé avec restrictions caloriques, tandis que le groupe contrôle avait aussi des recommandations, mais plutôt standards pour une diète santé.
Donc, évidemment, il y a eu des résultats sur les paramètres anthropométriques, donc une diminution significative de l'IMC. Mais notamment, il y a également eu des changements sur le sommeil qui a été observé. Donc, une augmentation légère mais non significative du temps total de sommeil et une amélioration significative de la latence d'endormissement dans le groupe interventionnel. Les améliorations notables, dignes de mention dans le groupe intervention, c'était la réduction du temps d'endormissement, une meilleure efficacité du sommeil et moins de temps d'éveil nocturne et des réveils plus courts. Donc, de mon côté, j'aimerais vous demander, est-ce que, selon vous, l'obésité et les troubles de sommeil sont un cercle vicieux? Puis, on se doute que la réponse, ça va être oui, mais comment on pourrait commencer pour améliorer le sommeil de l'enfant? C'est quoi les conseils les plus pertinents que vous avez à offrir aux parents qui s'arrachent un peu les cheveux avec leurs enfants qui se réveillent, qui font pas leur nuit ou qui ont des troubles de sommeil un petit peu plus particuliers? Ben, en fait, oui, le sommeil, c'est super important. Hein? C'est dans nos 4 points cardinaux du traitement de la prise en charge multidisciplinaire de l'obésité: sommeil, écran, activité physique et alimentation. Pour le sommeil, les trucs qu'on va donner aux parents, c'est de dire, ben, d'abord, il faut fermer les écrans 1 heure avant le dodo. C'est un des éléments qui nuit le plus à l'endormissement et qui va affecter les stades de récupération du sommeil. Parfois, on va utiliser la mélatonine chez certains jeunes pour défaire un cercle vicieux, comme vous l'avez bien dit. On va bien expliquer aux parents le dosage, mais aussi la sécurité de la mélatonine, parce que dans les vrais faits, quand on voit les familles, souvent, même si vous la prescrivez, si vous n'avez pas pris le temps d'expliquer, la compliance est très faible. Donc, ensuite de ça, ben, c'est sûr que s'il y a eu du mouvement, le sommeil va être plus facile. Donc, parfois, on va saisir une opportunité ici de faire un enseignement à dire, ben, l'activité physique de votre journée va vous aider à mieux dormir le soir. Puis, le cercle vicieux a des conséquences importantes sur la prise de poids des jeunes avec les écrans qui augmentent, hein, qui sont souvent de 6 à 8 heures, même chez des jeunes de 10 à 12 ans d'écran par jour. Ben, on n'a plus les recommandations de 10 heures de sommeil par enfant. Il y en a que les parents arrivent très tard, le temps de faire les devoirs, le souper, de mettre tout le monde au lit. Donc, c'est des choses qu'on doit absolument évaluer et conseiller quand on veut aider une famille à changer les habitudes de sommeil. De façon très intéressante, cette année, au Congrès mondial en obésité, on avait une présentation qui s'appelle If you snooze, you lose. Donc, c'est juste pour vous dire, chez les jeunes, c'est vrai aussi. Et c'est un élément très important. Super, merci beaucoup. Charlotte, Karine, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on s'est toutes posé la question du risque de provoquer un trouble des conduites alimentaires lorsqu'on met autant d'accent sur la gestion du poids et des saines habitudes de vie. Je pense, Dr Saint-Pierre, vous en avez un peu glissé un mot tout à l'heure, là, on pourra compléter. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que moi, j'ai choisi de me pencher sur une revue systématique et méta-analyse qui visait à déterminer le risque de troubles alimentaires associés avec les interventions sur l'alimentation dans le traitement de l'obésité pédiatrique. Donc, c'est une étude publiée dans le Obesity Reviews en 2019, dont le but était de déterminer justement le risque de troubles alimentaires associés avec des interventions spécifiquement sur l'alimentation quand on traitait l'obésité pédiatrique. Puis eux, au contraire, ils ont trouvé qu'il y avait une réduction de la prévalence des troubles alimentaires, un peu comme vous disiez tantôt, quand on avait un programme qui supervisait la perte de poids ou qui supervisait la prise en charge de l'obésité. Puis aussi, ils disaient que plus le suivi était sur le long terme, plus on réduisait ce risque-là aussi. Puis que ce qui était important, dans le fond, c'était de suivre les patients, surtout les patients à risque, pour dépister, dans le fond, le moindre symptôme de troubles des conduites alimentaires. Vous, est-ce que dans votre pratique, à travers votre expérience, vous avez été témoin justement de jeunes qui auraient développé un trouble des conduites alimentaires durant ou suite à une intervention de prise en charge de l'obésité?
Oui, on en a eu de très rares cas, mais on en a eu quelques cas qui, heureusement, ont été dépistés très rapidement par la nutritionniste, en fait, parce que nos nutritionnistes au Québec sont extrêmement bien formés pour dépister, justement, l'apparition des troubles alimentaires qui, parfois, peuvent être même très difficiles pour les parents à voir. Donc, c'est vraiment des questionnaires qui peuvent être utilisés aussi en première ligne. J'ai fait une présentation là-dessus à des médecins de famille cette année. Et il y a quand même des échelles qui sont faciles à utiliser. Il suffit tout simplement de les avoir près de nous quand on a besoin de les sortir. Il faut dire qu'avec 30% des enfants au Canada qui souffrent d'embonpoint ou d'obésité, et comme c'est la maladie pédiatrique la plus prévalente au Canada, c'est important d'avoir les outils prêts dans notre pratique pour être capable de pouvoir les utiliser à tout moment. Mais les troubles alimentaires, effectivement, si on les trouve rapidement, on va arriver à les prendre en charge de la bonne manière. Rarement, on va avoir besoin de les évaluer à l'urgence et on va pouvoir corriger certaines choses. Un truc important, c'est de toujours dire « sortez les balances de la maison ». Se peser, ce n'est pas important. C'est un geste qu'on peut poser dans l'intimité d'une relation thérapeutique en présence des parents pour avoir un suivi des courbes de croissance. Mais on ne devrait pas se peser chez nous. Donc, en enlevant le focus sur le poids, en valorisant aussi l'image corporelle, à ce moment-là, on évite les troubles alimentaires. Nous arrivons déjà à la conclusion de notre capsule. J'aimerais remercier chaleureusement notre pédiatre experte pour son apport hautement apprécié à notre projet. Certes, il persiste des zones grises qui sont inhérentes à la médecine en première ligne, mais j'ai l'impression que nous avons davantage d'outils et d'études pour nous aider à effectuer des choix éclairés avec nos patients. Donc, je vais laisser ma collègue Karine finir avec les 3 points à ramener à la maison, les take-home messages. Je pense que la première chose que moi j'ai retenue, c'est vraiment la nouvelle définition de l'obésité en passant par le fait qu'on aurait une obésité qui est préclinique puis une obésité clinique avec vraiment une atteinte des différents systèmes qui pourraient y être associés. Je pense que ça dévie un petit peu notre vision de juste calculer le poids et l'IMC et nos courbes de croissance en bureau, à tenir en compte que maintenant, on ne prend pas seulement le poids et les données numériques, mais plutôt l'atteinte des différents systèmes du corps chez notre enfant. Et du tour de taille, effectivement. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir parce que c'est pas nécessairement ce qu'on fait en pratique actuellement. Deuxièmement, je pense que ce que moi je retiens, c'est vraiment l'approche par objectif qui sont basées vraiment sur l'atteinte de saines habitudes de vie plutôt qu'une approche par objectif de poids et surtout l'entretien motivationnel qui vient autour de ça avec des courts objectifs qu'on va suivre graduellement dans le temps, dans pas trop d'intervalles de temps. Donc, vraiment comme on fait en maladie chronique pour avoir un suivi constant avec nos patients, même si l'effet n'est pas immédiat et direct, pour qu'on ait un bon lien puis qu'on permette justement aux familles et aux enfants d'évoluer petit à petit avec nous vers des habitudes de vie saine. Puis finalement, je pense que les 4 points cardinaux d'intervention à garder en tête restent un 3e message à garder dans notre petite boîte à outils de cliniciens en première ligne. Donc, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation et le temps d'écran. Donc, Dr Saint-Pierre, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez rajouter qu'on garde en tête pour tous nos cliniciens de première ligne à la maison. Absolument. Les études ont montré que votre travail en première ligne, en multidisciplinaire, ont un effet beaucoup plus important que toutes les autres interventions à l'échelle populationnelle. Et ainsi, dans le fond, avec une approche multidisciplinaire pour prendre en charge et prévenir l'obésité des enfants, vous avez la possibilité sur 1 ou 2 générations de réduire de 80% les maladies chroniques. Donc, vous allez sauver le système de la santé, sauver nos urgences et les enfants seront plus en santé. Merci beaucoup pour votre présence et merci à mes 2 collègues d'avoir contribué avec moi au projet de l'obésité infantile. À la prochaine! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado diffusion.
Cette série est produite par moi-même, Emma Glaser, avec la musique de Lee Rosevere. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca. D'ici là, prenez soin de vous.